bien, bonjour et merci d'être venus aussi nombreux à ce dernier débat des rencontres patrimoniales consacrées aux investissements, aux opportunités des investissements en bourse. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais tout de suite appeler Marie-Agnès Chénaud, qui est la directrice commerciale et directrice de la banque privée du Crédit Agricole Provence-Côte d'Azur. Bonjour. Bonjour à tous, merci Roland pour cet accueil. À mon tour de vous remercier pour votre présence. Je tiens également à remercier nos collègues et partenaires d'Amundi, et tout particulièrement Romain Baucher, qui va animer cette rencontre, ce débat. Je les remercie tout particulièrement de venir à la rencontre de nos clients, d'avoir répondu à cette invitation pour être en face de vous aujourd'hui et répondre à vos questions. J'imagine qu'il y en aura beaucoup dans cet environnement, en effet, économique incertain, environnement de taux très bas. Eh bien, nous profiterons des conseils de Romain. Juste quelques mots pour vous parler du Crédit Agricole Provence-Côte d'Azur, de la banque patrimoniale. Le Crédit Agricole est connu, peut-être un peu moins la banque privée, la banque patrimoniale du Crédit Agricole Provence-Côte d'Azur. Vous rappelez que le Crédit Agricole Provence-Côte d'Azur, c'est plus de 850 000 clients, c'est un peu plus de 20 milliards d'actifs gérés. Donc nous sommes la première banque régionale, une grande banque privée, banque patrimoniale. Donc notre métier, c'est le conseil patrimonial. Nous avons la prétention de dire que nous sommes des experts de la relation client. Et pour pouvoir être toujours plus pertinents dans nos conseils, eh bien, nous nous appuyons sur nos experts du groupe Crédit Agricole. Et c'est ainsi que nous pouvons aborder l'ensemble des préoccupations que vous pouvez avoir en matière de stratégie patrimoniale. Donc nous avons le plaisir en effet d'accueillir Romain Baucher, que je présente donc à cet instant, puisque Romain est directeur de gestion des actions Monde pour Amundi. Donc vous avez un des plus grands experts en matière d'asset management et en particulier donc, de gestion d'actions. Donc je ne vais pas prendre plus longtemps la parole, je vais la redonner à Roland et à Romain. Je vous souhaite une bonne réunion. Un temps est prévu à l'issue de l'intervention de Romain pour pouvoir répondre à vos questions. Donc surtout, n'hésitez pas, notez vos questions. Un micro sera là pour pouvoir vous permettre de poser toutes les questions que vous souhaiterez à l'issue de cette présentation. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne réunion. Marie-Agnès, merci. J'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Roland Laskin, je suis le rédacteur en chef de la Lettre des placements, qui est une publication du particulier qui organise aujourd'hui cet événement. Et je suis également rédacteur en chef du service bourse du Figaro. Alors, ce dernier débat sur les opportunités de placement, Romain, il intervient dans un contexte de marché un petit peu mouvementé. On a démarré l'année, il faut le dire, de façon assez brutale, avec une forte baisse sur l'ensemble des marchés financiers, des interrogations sur le potentiel de le ralentissement même de la croissance en Chine, une forte chute du pétrole qui a perturbé les marchés, une sorte d'incertitude un petit peu pour savoir ce qu'allaient faire les banques centrales européennes et américaines. Et finalement, dès le milieu du mois de février, les choses sont rentrées dans l'ordre, les cours sont nettement remontés sur toutes les places boursières.
à Wall Street notamment, ils ont tellement bien remonté il y a quelques jours de cela, ils avaient pratiquement, enfin totalement même, retrouvé le niveau du début de l'année. Mais on a tout de même un contexte qui reste vraiment mouvementé depuis quelques jours. Là, on a quelques prises de bénéfices. Aujourd'hui, une séance plutôt baissière. Donc on a pas mal de sujets à voir avec Romain, donc, qui est effectivement, je peux le confirmer, un des meilleurs experts de la place sur les placements actions, et on le cite souvent dans le Figaro. Alors, avant de parler vraiment du marché, Romain, juste 2 mots pour nous présenter Amundi. Merci Roland, bonjour à toutes et à tous. C'est un vrai plaisir d'avoir ce temps d'échange aujourd'hui autour des marchés. Alors si je peux me permettre effectivement une brève introduction pour vous rappeler qui est Amundi, qui a le plaisir d'appartenir et de travailler aux côtés du groupe Crédit Agricole. Amundi est aujourd'hui le numéro 1 européen de la gestion d'actifs avec des encours sous gestion proches de 1000 milliards. Mais surtout, Amundi n'a de raison d'être que pour ses clients. Et ses clients, c'est près de 100 millions de clients finaux dans le monde, et c'est bien à ce titre aujourd'hui que j'ai plaisir à échanger face à vous et avec vous, car c'est bien notre logique de vous aider dans ces périodes tourmentées, de vous accompagner de manière générale et tout particulièrement dans ces environnements à la fois incertains et quelque part nous amenant vers des terrains un petit peu inconnus, des terrains nouveaux qui donc soulèvent de nouveaux challenges. 100 millions de particuliers, le chiffre est quand même assez prodigieux. J'imagine que ça implique des devoirs et des responsabilités de votre part en matière de gestion financière. Alors effectivement, cela suppose que nous ayons la capacité d'apporter les meilleures solutions au meilleur endroit, au meilleur moment, à l'ensemble de nos clients, d'abord en France, mais de manière générale. Cela veut dire quoi? Cela veut dire vous apporter des solutions clés en main, vous apporter des solutions de gestion conseillée, et aussi, dans un contexte où, vous l'avez, j'imagine, à l'esprit, les solutions traditionnelles d'épargne ont vu leur rentabilité s'éroder de façon préoccupante au point parfois de converger le retour zéro, voire des taux négatifs, vous trouvez des solutions innovantes dans lesquelles nous devons d'être pionniers pour préserver ce rendement tout en les logeant dans des enveloppes fiscales les plus optimales possibles. Je pense notamment à l'assurance vie, mais aussi aux différentes formes de PEA et PEA, PME, ayant à l'esprit que ce n'est pas parce que les rendements baissent que la fiscalité baisse, malheureusement, ça a plutôt été le chemin inverse. Donc il y a bien 2 objectifs qu'il nous faut poursuivre simultanément, et ça a bien été l'obsession, et ça demeure l'obsession d'Amundi pour tous ses clients. Alors, où est-ce que vous investissez les sommes qui vous sont confiées, enfin schématiquement? Alors, aujourd'hui, nous avons une préoccupation qui est d'investir au sein d'enveloppes optimales de type assurance vie, mais sans subir la contrainte de ces enveloppes. Vous l'avez à l'esprit, le PEA, le A est là pour action. L'assurance vie était vue historiquement comme un véhicule qui pouvait être vu comme étant réducteur en termes de support d'épargne. Aujourd'hui, c'est quelque chose que nous avons géré pour le rendre le moins contraignant possible. Et donc aujourd'hui, nous travaillons, c'est la force du groupe Crédit Agricole, d'être doté d'acteurs leaders et spécialisés dans leur domaine. Le Crédit Agricole en proximité des clients, s'appuyant sur les expertises d'assurance de Predica, premier banque assureur en Europe, et de gestion d'Amundi. C'est ainsi que l'on a pu être parmi les premiers, pour ne pas dire le premier, les pionniers, en termes de capacité de vous apporter des solutions innovantes. Je pense notamment à des solutions, qu'elles soient immobilières avec les OPCI, qu'elles soient tournées vers les actions, qu'elles soient assorties de garanties avec des produits structurés, logées dans l'assurance vie, pour bien entendu ne pas opposer des enveloppes d'épargne à fiscalité ou à cadre légal avantageux avec un type ou un spectre d'investissement. Le but est bien entendu de pouvoir saisir toutes les opportunités. Amundi est présent dans plus de 30 pays, donc a vraiment une couverture globale et se donne les moyens d'avoir la meilleure compréhension possible, non seulement des différents types d'investissements, actions, obligations, immobilier et autres formes d'investissement qui émergent, et aussi de bien appréhender le monde sous toutes ses faces, qu'il s'agisse de l'Europe, de l'Asie, des États-Unis ou plus généralement des pays émergents. Alors justement, on y vient, on parle d'opportunités.
on a été un peu inquiet sur l'évolution de l'économie mondiale au cours de ces derniers mois. Où en est-on aujourd'hui ? Alors, pour nous, il y a un petit peu une forme de paroxysme entre une angoisse quelque part omniprésente et bien compréhensible depuis la grande crise de 2008-2009, qui, ne l'oublions pas, a quand même été, d'un point de vue financier et dans une certaine mesure même d'un point de vue économique, la crise la plus grave depuis 70 ans. Et ce qui se passe réellement depuis maintenant plusieurs trimestres, pour ne pas dire depuis plusieurs années. Ça fait maintenant plusieurs années que le monde est revenu sur un rythme de croissance tout à fait honorable, de l'ordre de 3%. Mais il est vrai qu'entre le traumatisme de la crise de 2008 et entre le fait qu'au sein de cet univers, le monde produisant une croissance de 3%, la zone euro étant plutôt le dernier wagon en termes de rythme de croissance avec le Japon, la perception de l'investisseur européen ou celui au sein de la zone euro a plutôt été de dire mais finalement cela ne repart pas et est-ce bien raisonnable d'investir sur la croissance, parce qu'investir en action c'est nécessairement investir sur la croissance. De la même manière, investir aussi en immobilier, c'est aussi investir sur la croissance, sans croissance. Mais la croissance, en réalité, elle est revenue à un rythme plus modeste qu'avant la crise, mais à un rythme raisonnable. Et ayez bien à l'esprit qu'aujourd'hui, nous demeurons en 2015 et très probablement en 2013 sur une croissance mondiale qui est voisine de l'ordre de 3%. Alors bien entendu, avec des séquences et des rythmes qui ne sont pas parfaitement alignés. C'est toujours le monde émergent qui, bien qu'il ait marqué le pas, est encore au-dessus de cette barrière des 30% et le monde développé qui est encore un peu en dessous. Même les États-Unis maintenant sont plutôt sur des rythmes de 2% et non plus de 3%. Mais la zone euro, bon ou mal an, s'installe maintenant avec sur des niveaux de croissance supérieurs à 1%, ce qui n'est pas extraordinaire, je l'entends bien, mais néanmoins qui est suffisant dans cet environnement-là pour produire un cadre raisonnablement constructif pour l'investissement en actions, car n'ayons pas peur d'admettre que investir en action, même en Europe, c'est s'exposer à la croissance mondiale. Les grands groupes cotés sont des groupes mondiaux. Donc pour eux, le premier chiffre qui compte, avant de savoir quelle est la croissance de la région, du pays ou même du continent, c'est bien de savoir quelle est la croissance dans le monde. Et cette croissance de 3% est tout à fait compatible avec des retours à des profits, des retours à des dynamiques tout à fait attractives pour l'investisseur. Alors, ce retour de la croissance, on le voit, même si en France, on le voit un petit peu moins bien, mais au niveau mondial, effectivement, beaucoup d'investisseurs l'ont vu, et pourtant les marchés sont hésitants. Est-ce que cette hésitation, finalement, ce n'est pas le résultat d'une perception aussi de la montée des risques ? C'est une réalité. C'est-à-dire que oui, la croissance est un peu plus faible. Nous parlons de 3, c'est honorable, mais ce n'est plus 4. Et oui, ce 3% est assorti d'une moindre visibilité et d'une plus grande volatilité, donc de plus de risques. Donc forcément, le couple rendement-risque est encore intéressant, mais il est plus préoccupant qu'il ne l'était avant la crise. Moins de rendement, plus de risques. Donc un couple rendement-risque dégradé qui impose une certaine vigilance et, il est vrai, des marchés du coup très nerveux, car rien n'effraie plus que les marchés que le manque de visibilité et la crainte d'une rechute. Or aujourd'hui, ces dernières semaines, ces derniers mois, il y avait effectivement de quoi se faire peur assez aisément, puisqu'il y avait d'une part les craintes d'un effondrement de la croissance chinoise, on pourra l'étayer un petit peu, mais qui pour nous sont exagérées. Il y a bien un ralentissement chinois, mais pas un effondrement chinois. Il y avait pour le coup un vrai effondrement des cours du baril, qui d'ailleurs était un peu la conséquence de la suranticipation de l'effondrement chinois, puisque la Chine a constitué l'essentiel de la croissance de la demande de pétrole au cours des 20 dernières années. Donc le pendant, le parallèle avec la Chine est évident. Et bien entendu, voulant y voir un parallèle avec le dernier détonateur de 2008 qui avait été l'immobilier, la grande interrogation a été de se dire, mais finalement, nous avions sous-estimé, pour beaucoup d'entre nous, l'impact d'une crise immobilière, commençant par les fameux subprimes aux États-Unis qui avaient produit une déflagration sur tout le système financier mondial. Et brutalement, il y avait un mouvement de panique nous amenant à dire, mais est-ce que nous n'aurions pas sous-estimé le même type d'impact venant d'une crise pétrolière? Dit autrement, est-ce que si quelques petites compagnies pétrolières américaines, comme il en existe tant depuis 3 ans, avec l'émergence des pétroles de schiste, se mettent en faillite, est-ce que ça ne pourrait pas faire constituer le même jeu de domino que la crise immobilière? Pour nous, c'était excessif, c'était infondé, donc ces chutes violentes de cours des dernières semaines étaient plutôt des opportunités d'achat, mais c'était bien le mode de raisonnement du marché qui a voulu s'emballer et qui, heureusement, semble pour l'instant avoir eu tort, puisque le marché est revenu à la raison et a vu que le risque pétrolier, en termes de risque financier pour les banques qui leur ont prêté, il existe, mais il est très
bien cerné. Il est essentiellement dans le bilan de quelques banques régionales américaines et pour des montants sans commune mesure, comme vous pouvez l'imaginer. L'industrie pétrolière américaine, même si elle s'est beaucoup développée depuis 4 ans, en termes de taille, n'a rien à voir avec la taille du marché immobilier américain, où on parlait ni plus ni moins que de 2 tiers des Américains propriétaires de leur maison exposés via le crédit, via le cycle immobilier à ce qui se passait dans le monde immobilier. Sur le pétrole, c'est bien entendu aux États-Unis de bien moindre ampleur. Et donc, lorsque les investisseurs ont pris le temps de faire la part des choses, ils ont vu que le rebond devait l'emporter, surtout à l'heure où la croissance américaine montrait là aussi des signes quelque part de relativement bonne tenue, car ne l'oublions pas, la baisse du baril, c'est d'abord une bonne nouvelle pour les consommateurs, même à l'heure où on veut tout voir en noir. Alors, ça vaut peut-être la peine de passer rapidement sur les différentes régions. Et c'est vrai que sur la Chine, on s'est fait vraiment peur. Il n'y a pas d'effondrement, il y a un ralentissement de la croissance, c'est bien ça? On est toujours en croissance. Effectivement, en Chine, non seulement nous sommes en croissance, mais en croissance à des rythmes qui feraient rêver la plupart des pays développés, à commencer par la zone euro. Puisque nous parlons bien aujourd'hui de croissance qui, même dans les hypothèses les plus conservatrices, et d'ailleurs nous le sommes dans le camp, nous avons été dans le camp ces dernières années des plus prudents, c'est-à-dire quand certains annonçaient 8, on était plutôt à 7, et quand certains aujourd'hui parlent de 6,5, 7, nous sommes plutôt en train de parler de 6, voire un peu en dessous, mais ça reste des taux de croissance très soutenus. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous fait dire que la Chine n'a pas lieu de s'effondrer dans l'immédiat? Je ne suis pas en train de vous garantir qu'il n'y aura pas de crise en Chine dans les 20 prochaines années, mais là, parlons d'univers à horizon raisonnable, à horizon de plusieurs trimestres, de plusieurs années, mais pas de décennies. Nous n'avons pas la prétention d'avoir cette vision-là aujourd'hui. La Chine est ni plus ni moins qu'un pays, pour ne pas dire presque un continent, qui est en train de mettre en œuvre les mêmes stratégies que le monde développé. Dit autrement, pour amortir la décélération aux États-Unis, en Angleterre, au Japon et en zone euro ces dernières années, les remèdes ont consisté à injecter de l'argent dans le système via la relance du crédit et via la baisse des taux d'intérêt associés à cette relance du crédit, car il est plus facile de relancer le crédit quand les taux sont bas. La beauté de la Chine, c'est contrairement à ce qui se passe en zone euro, au Japon et aux États-Unis, la Chine n'était pas un monde de taux zéro. Donc ils avaient encore de la marge de manœuvre pour relancer leur activité, ils avaient encore peu de dettes, des taux qui étaient encore significativement élevés et une politique monétaire qui était encore peu agressive. Donc aujourd'hui, la Chine, comme elle l'a toujours fait finalement depuis une dizaine d'années, imite quelque part les bonnes, ou en tout cas les méthodes, l'histoire jugera si elles sont bonnes ou pas, mais en tout cas les méthodes qui permettent très clairement de soutenir l'activité à court terme via une baisse des taux, via une injection de liquidité, via une relance du crédit d'autant plus confortable que les déficits publics en Chine, les dettes publiques en Chine rapportées à la taille de l'économie sont sans commune mesure avec les niveaux atteints dans les grands pays développés. Donc s'ils voulaient, comme ils le font pour beaucoup de choses, y compris pour les mauvais exemples, nous égaler, ils pourraient se permettre encore de produire beaucoup de déficits avant d'être sous tension de ce point de vue-là. Et donc, pour nous, ils ont une vraie capacité de relance, en tout cas d'amortisseur pour s'assurer que l'on parle bien de décélération et non pas d'effondrement. Alors donc, Chine, première économie mondiale, c'est moins grave que ce qu'on croit. Deuxième moteur de l'économie mondiale, les États-Unis, ça repart vraiment? Repartir, j'ai envie de dire, ce n'est pas pour nous le bon terme, puisque c'est reparti aux États-Unis assez vite dès 2010, puisqu'ils ont été les plus agressifs justement dans ces initiatives monétaires, là où la zone euro connaît des taux zéro depuis quelques années. Les États-Unis ont mis les taux d'intérêt à 0% très tôt, ont été beaucoup plus agressifs dans leur politique de relance. Ils ont laissé filer plus violemment les déficits publics pour justement s'assurer, comme on le voit ici, d'une remise à niveau quelque part de l'économie sur des rythmes honorables dès les années 2010, là où la zone euro, je vous le rappelle, a vécu malheureusement un double choc puisqu'il y a eu une deuxième crise en zone euro en 2011-2012 après un redémarrage qui était déjà poussif. Les États-Unis sont repartis, donc le redémarrage il est déjà loin derrière nous. La vraie question, c'est est-ce qu'ils arrivent à tenir maintenant ce cycle, qui devient un cycle très long, ou est-ce qu'il y a un risque de rechute réel? Donc le risque de rechute, il est bien compréhensible puisque vous aviez un indicateur ici en bleu marine qui est celui de l'activité industrielle. Alors l'activité industrielle, oui, elle marquait le pas. Donc il était normal que d'un point de vue purement industriel, la crainte d'une nouvelle récession ressurgisse. Mais cette tendance
baissière, même si elle est sans commune mesure avec ce que vous avez connu en 2008, avait lieu d'inquiéter, elle était néanmoins largement explicable, et il était aussi explicable qu'elle puisse être raisonnablement et durablement décorrélée avec ce qui se passe du côté non industriel, c'est-à-dire en clair plus du côté des services et de la consommation. Pour deux raisons. La première, c'est que ce déclin industriel était essentiellement expliqué justement par le secteur pétrolier qui avait été contributeur pour la moitié de la reprise industrielle aux États-Unis de la période qui précédait. C'est-à-dire que la reprise industrielle des années 2012-2013, c'était justement tout d'un coup une explosion des projets pétroliers. J'ai envie de dire, en étant un peu caricatural, si vous étiez dans le Dakota ou autre, chaque Américain qui savait qu'il avait un peu de pétrole dans son champ plantait un derrick, se mettait à forer. Et donc il y a eu un boom pétrolier qui a connu un contre-choc pétrolier dès lors que les cours du pétrole se sont effondrés. Mais le cœur de l'industrie, le reste, ne s'est pas effondré, c'était assez ciblé. Donc aujourd'hui, la purge est plutôt faite, elle était violente, comme souvent aux États-Unis, mais elle est plutôt faite. Et la bonne nouvelle, c'est comme justement c'était très typé pétrole, ce pétrole, c'est une bonne nouvelle pour le consommateur, puisque le consommateur américain, qui de surcroît a un pétrole moins taxé à la pompe, il a vécu en temps réel cet effondrement du prix du baril. Et donc il a vécu ce booster, cette accélération de son pouvoir d'achat en temps réel, et c'est ce qui explique qu'il a tout lieu de beaucoup mieux se tenir et donc de rester, lui, pour la partie service, pour la partie consommation, sur des niveaux élevés. Et la dernière bonne nouvelle, c'est qu'aux États-Unis, c'est aujourd'hui une économie qui, pour plus des deux tiers, est une économie qui repose sur la consommation, sur les services, l'industrie ne représentant plus qu'une petite partie de l'économie américaine. Donc à choisir, il vaut bien mieux que ce soit la courbe bleu ciel qui reste sensiblement au-dessus de zéro et nous voir corriger momentanément que la courbe bleu marine que l'inverse. Et c'est bien ce qui se passe, et même la courbe bleu marine est déjà en train de repartir. Alors on a fait un beau tour du monde, on revient à la maison, la zone euro. Est-ce qu'on a vraiment connu plusieurs crises, en plus de la crise de 2008 aux États-Unis, on a également eu la crise de l'euro. Est-ce qu'on peut espérer plus de croissance, un redémarrage de la croissance ici en zone euro ? Alors, la triste vérité est qu'effectivement, Roland, nous avons connu deux crises coup sur coup en zone euro, et c'est parfaitement illustré, même si ce n'est pas toujours aussi violent sur la situation française, mais en tout cas sur les pays du sud de l'Europe. On le voit bien ici, il y a eu la grande crise de 2008-2009, mais il y a eu une rechute derrière sur les années 2011-2012, c'est ce qu'on appelait la crise souveraine de la zone euro. C'est-à-dire tout d'un coup, la zone euro s'est trouvée victime d'une crise de défiance vis-à-vis de la solvabilité même de ses États, et notamment des États dits périphériques. Donc cette double crise nous a emmenés sur des niveaux toujours plus bas. Alors, soit toujours plus bas pour l'Europe périphérique, là vous avez ici l'Italie et l'Espagne, on parle bien de chiffres d'activité économique, là on ne parle pas de la bourse, on parle vraiment de l'économie réelle. Par ailleurs, pour l'ensemble de la zone euro, sans nous faire retomber aussi bas qu'au cœur de la crise, on a quand même bien eu ce qu'on appelle ce W, c'est-à-dire ce double choc. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, ça y est, les pentes sont reparties à la hausse, même dans les zones les plus décriées, les plus stressées, qui étaient les zones d'Europe du Sud. C'est très net, c'est même là parfois où ça repart le plus fort. Vous voyez en Espagne, où depuis 1 an et demi, la reprise est très significative, même si les dégâts sont là. Et bien entendu, lorsque l'on parle d'indicateurs retardés et pénibles, extrêmement douloureux comme le chômage, il est clair que cette perte d'activité se traduit encore par des taux de chômage élevés, se traduit encore par un coût élevé de la crise, mais néanmoins la reprise, elle est là, elle est partout en Europe. Vous n'avez plus une seule de ces courbes qui ne soit pas orientée à la hausse. Les derniers pays, j'ai envie de dire, à repartir étant soit des pays comme l'Italie très récemment, soit des pays qui avaient moins connu la crise comme la France, qui avait été plus dans des pays qui avaient connu de gros amortisseurs, donc moins de crise mais moins de reprise aussi. Mais néanmoins, la pente d'ensemble est très claire, et pour nous un indicateur qui ne trompe pas est typiquement ce que vous voyez sur la période récente, sur les ventes de voitures en Europe, qui en volume étaient tombés sur des niveaux historiquement bas, les plus bas de la décennie, et qui repartent là aussi incontestablement partout, même en France, les ventes automobiles repartent et témoignent d'une reprise qui commence à se généraliser, même si là encore la France et l'Italie étaient plutôt les derniers à repartir. Donc vu de notre fenêtre, le caractère dubitatif de notre analyse est compréhensible, mais néanmoins la reprise européenne, elle est là. Alors on parle beaucoup de crise, de volatilité sur les actions, mais finalement tout ça, c'est pas perdu pour tout le monde, puisque sur les obligations, en revanche, ça s'est plutôt bien passé, ça tombe bien parce que on a beaucoup d'actifs, notamment en assurance vie, qui sont investis sur les obligations. Alors, la bonne nouvelle, c'est que, et ça peut paraître être un oxymore, c'est de dire ça s'est bien passé quand les taux baissent. Alors oui, ça veut dire que ça se passe bien pour le détenteur d'une obligation qui a la satisfaction d'avoir cristallisé un taux d'intérêt plus élevé qu'aujourd'hui. C'est problématique pour l'investisseur qui veut compléter son épargne aujourd'hui ou qui veut poursuivre ses investissements, parce qu'aujourd'hui, s'il veut investir, il doit investir à des taux de marché qui sont les taux que nous avons mis pour illustrer ici avec les taux... On peut peut-être rappeler qu'une obligation, quand les taux baissent,
effectivement, ce n'est pas très bon pour les revenus, mais ça a un impact très positif sur la valeur de l'obligation. Exactement, puisque nécessairement, celui qui a eu la bonne idée d'acquérir une obligation qui porte un coupon très supérieur au coupon actuel, il aura autour de lui des acheteurs qui sont prêts à lui racheter cette obligation qui a des conditions plus favorables que les conditions du moment, à un prix plus élevé que son prix d'achat. Donc ça génère une revalorisation de l'obligation qui porte un coupon supérieur, mais ça pose un vrai problème d'investissement pour les flux d'investissement récurrents, tant pour vous, investisseurs, que pour nous, gérants de votre épargne, que ce soit dans l'assurance vie ou dans des fonds diversifiés. Donc cette problématique, elle est réelle vue de l'épargnant. Que j'ai coutume de dire que malheureusement, il n'y avait pas de bonne solution à la sortie de la crise. Soit les taux convergeaient vers zéro, voire, on va le voir, les taux négatifs. C'était le seul moyen d'éviter de faire face à un problème de solvabilité. C'est-à-dire en clair, soit vous exigiez, vous en tant que prêteur, des taux élevés, mais vous étiez sûr d'aller vers un défaut à un moment ou à un autre, soit vous acceptez que les taux convergent vers zéro, ce qui peut nous éviter le défaut des États, des entreprises qui étaient très endettées au moment de la crise, mais vous ne pouvez pas espérer un rendement significatif en tant que porteur obligataire. Donc on est bien emmené vers un scénario qui est beaucoup moins confortable, puisque le placement de référence, qui était le placement obligataire, qui est le cœur d'un investissement, soit de façon consciente, parce que parfois certains épargnants vont acheter des obligations, ou parfois de façon plus inconsciente, parce qu'indirecte, au cœur des socles des produits d'épargne, que ce soit un livret, que ce soit un PEL, un livret A ou l'assurance vie, le socle de ces produits, c'est d'investir en obligations. Et là, aujourd'hui, ce socle, il a vu sa rentabilité converger notoirement vers zéro, au point de franchir des seuils historiques. C'est-à-dire de l'histoire de l'obligation, on n'a jamais vu ça. Au Japon, par exemple, aujourd'hui, qui est un marché intéressant, assez éclaireur, parce que nous ne sommes, à bien des égards, pas si éloignés que ça du Japon. Même d'un point de vue démographique, malheureusement, à part la France et l'Irlande, l'Europe est plutôt déclinante. Les taux offerts aujourd'hui au Japon sont négatifs, même pour un placement à 10 ans. C'est du jamais vu. Donc aujourd'hui, vous avez bien une grande problématique qui émerge, qui est nouvelle, qui est vous ne pouvez plus vous contenter de rester investi ni sur un produit obligataire en tout et pour tout, sauf à vous contenter d'un rendement zéro, ni sur un produit monétaire où là les taux ne sont pas à zéro, ils sont carrément négatifs depuis maintenant plus d'un an. Donc là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution, mais vous êtes obligé de renouveler la façon d'aborder votre épargne. Vous êtes obligé d'engager une action de réflexion et de diversification, non plus au sens qui était peut-être le vôtre, le nôtre, il y a 10 ou 15 ans, où la diversification était d'abord mise en avant dans une gestion de bon père de famille, pour dire ne mettons pas tous nos œufs dans le même panier, mais objectivement, tout laisser à l'époque sur un livret ou sur de l'assurance pouvait offrir un couple rendement-risque acceptable. Là, aujourd'hui, la diversification elle est devenue vitale, plus seulement pour maîtriser le risque, mais tout bêtement pour préserver une espérance de rendement significative. Alors là, on arrive vraiment au cœur du débat, c'est finalement comment on fait pour trouver de la performance en bourse, pour trouver de la rémunération. Alors, nous parlions diversification. Effectivement, donc quand on pense diversification et quand on sort de la zone de confort produits monétaires, produits obligataires, la première classe d'actifs qui vient à l'esprit sont les actions, même si on pourra l'évoquer aussi. L'immobilier a la bonne idée, en tout cas on s'est donné le mal de le rendre de plus en plus accessible aussi via des véhicules d'investissement. Mais néanmoins, le véhicule d'investissement historique qui a toujours été coté, c'est un peu plus récent pour l'immobilier, c'était les actions. Et donc c'est la première question qu'on se posait, c'est est-ce que cette diversification est vertueuse? Donc là, je ne vais pas aller voir toutes les cases, mais je vous montre juste ce qui se passait de manière générale sur les marchés. Retenez juste les codes couleurs. Globalement, quand vous êtes en bleu foncé, c'est que la performance d'une classe d'actifs, les actions en haut, les obligations en bas, était positive. Et donc on voit bien que les obligations, les actions de manière générale, 4 fois sur 5 produisent des rendements positifs, mais de temps en temps produisent des rendements plus modestes, compris entre 0 et 3%. Et puis vous avez ces fameuses années rouges, où j'ai envie de dire, pour faire caricatural, tous les 5 ans, il y a un choc qui peut être assez violent ponctuellement, d'où cette nécessité de raisonner à 5 ans et plus quand on parle action, bien entendu. On ne perd pas tout quand même, hein, c'est plutôt rassurant. Heureusement, ce n'est pas du moins 100%, mais néanmoins, je me mets à la place et nous nous mettons à la place de nos investisseurs quand ponctuellement vous avez des chocs de moins 8, moins 10 comme ceux que nous avons vécu encore très récemment. Parce que là, en 2016, on vous fait part des chocs que l'on a connus, moins 5, moins 10, pour parler en instantanéité, ce qui pour nous n'a pas de sens dans le monde action, parce qu'on n'investit pas pour une journée, on investit pour 5 ans, 6 ans, 10 ans. Mais néanmoins, si vous voulez regarder la photographie instantanée, si vous étiez scotché à votre écran, parce que maintenant ce sont des choses cotées en continu, vous auriez pu momentanément, à l'instant T, voir moins 15, moins 20. Ça existe et c'est des points de passage qui existent. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'en général, ça ne survient que tous les 5 ans. L'autre bonne nouvelle, c'est comme vous pouvez le voir sur longue période. D'une part, les actions sont diversifiantes, c'est-à-dire en général, dans ces années
où les actions sont rouges, en général, les parties obligataires sont bleues, et l'inverse est vrai, c'est-à-dire que les années où les obligations sont plutôt rouges, les actions sont plutôt bleues, donc on voit les vertus de la diversification, et on voit les vertus, quelque part, d'avoir le courage d'investir plutôt dans une année rouge, dans une année rouge, puisque à chaque fois que vous avez une année rouge, derrière, ce sont des années en général bleu foncé, donc c'est en général le meilleur moment pour investir, et même sur très longue période, la séquence de plusieurs années rouges d'affilée est quasiment finalement jamais vue. Même en 2008-2009, on parlait d'une grande crise parce que début 2009, on a momentanément poursuivi la rechute. Donc effectivement, le plus bas était février-mars 2009. Mais si on attendait bien, ne serait-ce que jusqu'à la fin de l'année 2009, on n'attendait pas 10 ans ni 15 ans, mais juste la fin de l'année, on retrouvait des performances spectaculaires. C'était une des meilleures années boursières. Donc c'est bien la vertu de la diversification, aujourd'hui plus que jamais en tête des priorités. Et quelque part, j'ai envie de dire sans aucun cynisme, quand on a la chance de pouvoir investir dans une année où il y a eu une correction, c'est un point d'entrée beaucoup plus attractif pour l'investisseur en bourse. Effectivement, on ne dira jamais assez, la bourse est également du temps, et quand on regarde les performances sur longue période, il y a effectivement régulièrement des baisses, mais le bilan est vraiment très largement positif. Surtout qu'il y a également le dividende et le rendement. Alors justement, on a vu que selon les différentes classes d'actions, classes de placement, on est vraiment dans l'embarras des SICAV monétaires qui ne rapportent plus rien, voire des taux négatifs, des obligations qui sont bien comportées en valeur, mais dont les perspectives de rendement sont assez faibles et probablement compte tenu du travail des banques centrales, les taux vont rester durablement faibles. Quelles sont vos convictions sur les marchés financiers, justement, pour optimiser ces placements, notamment cette année 2016 ? Alors, inévitablement, dans un tel contexte, le confort n'est pas la règle. Donc, effectivement, il faut parler accompagnement, il faut parler gestion conseillée, il faut parler solutions diversifiées. Donc ça, c'est la première conviction, c'est d'aller vers la diversification et l'accompagnement. La deuxième conviction, c'est qu'il faut ne pas être effrayé par ce que nous avons vécu récemment au niveau mondial et de façon plus poussive peut-être et plus prégnante encore en zone euro où la croissance a été plus poussive, la crise plus longue. Il y a du sens à orienter son épargne, une partie de son épargne, en tout cas l'épargne de long terme, vers les entreprises. Et donc en clair, être actionnaire dans les entreprises, cela a du sens et cela est rémunéré, on va le voir, en dividendes, et d'abord en dividendes et aussi en gains sur la durée. Et la troisième conviction, c'est que si vous voulez de toute façon aujourd'hui préserver une espérance de rendement, vous n'avez malheureusement plus le choix. C'est-à-dire que là où c'était une alternative, la diversification, quand les taux d'intérêt étaient élevés, aujourd'hui c'est devenu une obligation, sans mauvais jeu de mots, pour préserver un certain rendement. Et donc aujourd'hui, les actifs qui portent un rendement sont les actifs que vous n'aviez pas forcément à l'esprit quand vous pensiez à votre contrat d'assurance vie il y a 10 ou 20 ans. Aujourd'hui, diversifier son contrat d'assurance vie au travers de placements immobiliers éligibles à l'assurance vie comme le PCI, penser aux actions cotées et même parfois non cotées dans des enveloppes fiscales adéquates ou dans des préoccupations économiques et financières et fiscales adéquates, c'est bien la seule solution aujourd'hui pour maintenir une rentabilité attractive. Est-ce qu'on peut résumer tout ça en disant que finalement, pour trouver de la performance, il faut oser un petit peu ouvrir son champ d'investissement et aller sur des placements qu'on n'avait pas beaucoup l'habitude de travailler. On était assez confortablement installé sur l'assurance vie et aujourd'hui, investi en obligation, il faut effectivement aller chercher la diversification et jouer sur plusieurs tableaux finalement. C'est exactement ce que nous sommes en train de vivre et d'ailleurs, si ça peut vous consoler, c'est la problématique aussi bien pour vous, investisseurs individuels, que celle que nous rencontrons avec nos investisseurs institutionnels. Quand nous parlons aujourd'hui à un fonds de pension, à une caisse de retraite, qu'elle soit française, qu'elle soit japonaise, qu'elle soit américaine, ils sont confrontés au même problème. Ils sont obligés de réallouer leurs actifs vers d'autres formes de placement. Vous avez un fonds qui est parfois méconnu en France, qui est le plus gros fonds de pension du monde, qui s'appelle le GPIF, qui est le fonds de pension des fonctionnaires japonais. Ce fonds a dû réallouer des centaines de milliards ces derniers trimestres, des obligations japonaises qui, comme vous l'avez vu, portent un taux maintenant négatif. Inutile de vous dire que, de même que vous ne tolériez pas que votre banquier vous dise le seul placement que je vous offre est un taux négatif, ces caisses de retraite, ces fonds de pension ne peuvent pas se permettre de dire à leurs assurés je vous ai investi vos capitaux uniquement sur un taux négatif ou nul. Donc ces investisseurs institutionnels connaissent la même problématique que la vôtre et doivent massivement réallouer
leurs capitaux investis vers des actions, vers de l'immobilier, vers de la diversification, y compris internationale, et vers aussi des actions parfois même non cotées ou d'autres formes de solutions, d'autres formes d'investissement. Alors, juste une petite question en passant. Effectivement, le fait d'ouvrir les portefeuilles, de réallouer son épargne, ça implique également il y a des implications fiscales avec des frottements assez importants. Comment on gère les différentes enveloppes fiscales parmi ces placements? Alors, la bonne nouvelle, c'est que nous avons eu à cœur, effectivement, de nous assurer de la congruence entre ce qui nous paraissait pertinent et ce qui vous était possible de faire dans vos enveloppes fiscales. Donc, de même que nous avons veillé à être très en pointe lors du lancement il y a 2 ans du PEA-PME et qu'aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir de très loin le fonds le plus visible par la taille, mais aussi par les performances. Amundi Action PME, on le verra, est le produit le plus visible de la place à double titre, tant par sa taille que par sa performance. Nous avons aussi veillé dans l'assurance vie à offrir un spectre de véhicules d'investissement qui intègre très tôt des actions et de l'immobilier pour bien entendu ne pas opposer le caractère optimal de l'enveloppe fiscale et le caractère optimal de la classe d'actifs ou du véhicule d'investissement préconisé. En tout cas, merci pour ces différentes convictions. On voit bien que quand on est un particulier, on est dans un monde qui devient aujourd'hui un petit peu plus complexe et on voit effectivement l'importance et la nécessité de se faire accompagner, de se faire conseiller, notamment dans son établissement financier préféré. Pour revenir, je ne sais pas comment clôturer la séance d'aujourd'hui à la Bourse de Paris, légèrement en baisse. Comment est-ce qu'on peut envisager la suite des événements sur la bourse? On a vu début d'année forte baisse, mi-février une belle remontée. Aujourd'hui, on s'interroge un petit peu. Comment vous voyez la suite des événements? Alors pour nous, la clé, c'est de revenir aux fondamentaux. Les actions ont trop souvent été portées au nu et notamment poussées à produire des choses qu'elles n'avaient pas vocation à produire dans les années 90, la fin des années 90, en étant vendues comme un vecteur finalement de spéculation. Et on a tous beaucoup parlé, certains ont fait des profits, d'autres se sont brûlés les doigts sur cette fameuse bulle de la fin des années 90. Cette approche était pour nous totalement erronée. Parce qu'un investissement en action, ce n'est pas espérer être dans la bulle de la fin des années 90 où pendant 12 mois, le marché a quasiment doublé de valeur pour malheureusement exploser derrière et produire des dégâts tout aussi considérables dans le mouvement baissier qui s'en est suivi. Investir en action, c'est d'abord investir sur un actif qui produit du rendement. C'est plus vrai que jamais aujourd'hui. Ce n'est pas nouveau, mais c'est plus vrai que jamais aujourd'hui, puisque pour quasiment la première fois de l'histoire, non seulement le rendement au sens du seul dividende procuré par une action. Dividende que vous avez même aussi dans un indice, c'est souvent trompeur parce que le fameux indice français le plus célèbre, le CAC 40, est publié sans le dividende. Mais la vraie valeur du CAC 40, c'est son niveau, plus chaque année le dividende qu'il vous verse. Le dividende qu'il vous verse aujourd'hui sur les bases de cours actuelles est supérieur à 3%. C'est vrai des actions françaises, c'est vrai des actions européennes. Et bien aujourd'hui, disposer d'un rendement de 3%, c'est quelque chose qui est devenu assez rare, vous l'avez compris. Le monétaire, malheureusement, n'est plus à 3%, il est à 0. L'obligataire n'est plus à 3%, il est au mieux sur des niveaux voisins de 1%. Donc avoir un rendement action qui constitue un socle de vos investissements, c'est le premier argument qui doit venir à l'esprit aujourd'hui quand on investit en action, ce qui ne met pas de côté, bien entendu, l'espoir de gain. C'est bien, c'est pas le fromage ou le dessert, c'est le fromage et le dessert, mais le cœur, le plat de résistance, c'est bien le rendement aujourd'hui de l'action qui doit faire réaliser à quel point c'est devenu un actif en relatif réellement attractif en arbitrage de tout ou partie d'un portefeuille obligataire. Donc il faut finalement sortir de la culture du produit garanti et peut-être aller vers plus de risques, peut-être un risque plus maîtrisé, plus compris. Alors c'est un peu le paradoxe. Et sans vouloir faire de la provocation, c'est qu'aujourd'hui, notre conviction, c'est que parfois il est plus risqué de rester par crainte sur une obligation que d'oser aller pour tout ou partie vers une action. Et je vais essayer de vous l'expliquer en des termes simples à partir du graphique que vous avez à l'écran. Pourquoi est-ce qu'une obligation a été décrite comme un actif à faible risque, pour ne pas dire parfois même sans risque si vous la portiez jusqu'à l'échéance, jusqu'à une période récente? Elle disposait de ce qu'on appelle une forme de plancher
qui était sa valeur de remboursement, et plancher, qui était combiné à un rendement procuré par son coupon. À partir du moment où le coupon converge vers 0, pour simplifier l'exemple, je vous ai pris l'hypothèse d'un rendement à 1%, mais c'est déjà très ambitieux aujourd'hui de trouver 1% de rendement, puisque si vous prêtez à l'État français, à 1 an, à 2 ans, à 5 ans, le taux n'est pas de 1, il est 0 ou en dessous. Et quand vous prêtez toujours à l'État français à 10 ans, il est en réalité aujourd'hui plus proche de 0,5 que de 1%. Mais pour être complaisant avec mes amis obligataires et pour simplifier l'exercice, je vous ai pris l'hypothèse d'un rendement à 1%, que vous, même si vous n'avez peiné déjà aujourd'hui à retrouver. Et bien ce rendement de 1%, il est devenu tellement faible qu'il ne procure plus justement cette notion de faible risque ou de sans risque. Pourquoi? Parce que si vous prenez une hypothèse toute simple, les taux d'intérêt reviennent ne serait-ce qu'à 2%. Je n'ai pas dit que c'était un crack obligataire, je n'ai pas dit que tout d'un coup l'inflation revenait brutalement, juste à 2%. Et bien aujourd'hui, si vous avez les taux qui remontent de 1%, la valeur de votre obligation, comme on l'expliquait tout à l'heure, la baisse des taux a revalorisé les obligations, une hausse de 1%, quand les taux sont si faibles, la sensibilité à la hausse des taux devient phénoménale. Et donc une hausse des taux de 1% vous ferait perdre 10% de la valeur nominale de l'inflation. Et donc même si vous avez encaissé sur la période, pendant 5 ans, par exemple, pour prendre une hypothèse simple, qui est leur raison souvent recommandée pour une action qui est 5 ans, 5 fois 1%, ben à la fin, pour faire simple, vous avez perdu 10, vous avez gagné 5, vous pensiez avoir fait un investissement sans risque, vous êtes exposé à une perte de 5% même sur une obligation. Alors, ce n'est pas notre scénario central, on pense plutôt que les taux vont rester bas très longtemps, parce que malheureusement, c'est une des solutions pour essayer de relancer poussivement l'activité, mais de la relancer et d'éviter un défaut des dettes souveraines. Mais néanmoins, c'est un scénario qui n'est pas totalement improbable, et même si vous avez des taux qui restent là où ils sont, votre retour sur investissement n'est que de 5%. Le pendant est vrai pour les actions. Quand les taux étaient très élevés, le risque action était vu comme très élevé en relatif. Aujourd'hui, quand le rendement action n'est plus de 1 ou de 2, mais de 3,5% aujourd'hui, 3,5%, ça veut dire que sur 5 ans, vous avez déjà, sauf à ce qu'il y a un effondrement de l'économie, juste si vous maintenez les dividendes qui sont en général beaucoup moins volatiles que les profits, et profits, on va le voir, qui par ailleurs ne sont pas sur des niveaux historiquement élevés, donc qui pourraient progresser, mais admettons même que les profits ne progressent pas, qu'ils stagnent. Donc qu'on arrive juste, ou même qu'ils baissent un petit peu, mais qu'on arrive à maintenir le dividende, ce qui est une hypothèse assez crédible, en 5 ans, vous aurez encaissé plus de 15% de dividendes. Donc ça veut dire que même si la bourse perd, c'est même 10%, perdre 10% sur 5 ans, c'est pas si simple que ça. On a vu perdre sur une année 10 ou 15% ou 20%, ça arrive, mais même si vous aviez investi la veille de l'explosion de la bulle Internet ou la veille de la crise de 2008, 5 ans plus tard, vous n'aviez pas perdu 10%. Vous avez souvent perdu en général vous avez souvent perdu 10, 20, 30% ponctuellement, mais à la fin des 5 ans, vous étiez revenu au territoire positif. Mais même si on prend ces cas extrêmes où sur 5 ans, on a quand même réussi à perdre 10%, compte tenu des dividendes que vous avez encaissés, ça veut dire que vous êtes à plus 5. Donc on voit bien qu'on a assez difficilement aujourd'hui, dans un contexte de rendement des actions élevées, des hypothèses de vraies pertes à 5 ans, y compris les dividendes. Et malheureusement, dans le monde obligataire, il n'y est plus totalement exclu que l'on découvre ce que peut être une moins-value, voire une perte en capital sur un investissement obligataire. Est-ce qu'on peut résumer tout ça en disant que finalement, acheter des actions, c'est faire un pari sur l'avenir, parier sur les résultats d'entreprise qui sont plutôt bons. On a vu que les grandes valeurs du CAC 40 ont vraiment de très très bons résultats. Est-ce que effectivement investir sur une action, c'est pas faire un pari sur l'avenir et sur la capacité des entreprises à réaliser des profits importants, alors que finalement parier sur l'obligation, c'est finalement se retrouver avec du papier, souvent des emprunts d'État qui sont très endettés et qui pourraient peut-être un jour, pour les plus faibles d'entre eux, avoir un problème de remboursement. C'est une réalité et qu'il ne faut pas nier. La certitude, c'est que le coupon sera très faible. La possibilité, c'est qu'on puisse même avoir des cas de défaut partiel. Malheureusement, la Grèce nous en a montré le chemin, puisque même si on a dit que la Grèce n'avait pas fait officiellement défaut, dans la vraie vie, en 2011, il y a bien eu ce qu'on appelle un haircut, c'est-à-dire qu'on vous a coupé la valeur effective de l'obligation, et donc on ne vous a pas remboursé en réalité 100% de l'obligation. Donc c'est malheureusement deux réalités qui s'imposent à nous, un rendement très très faible, voire proche de zéro, et un risque en capital qui devient parfaitement palpable. Alors, lorsque on va rentrer dans votre métier vraiment, lorsque vous choisissez, parce qu'à un moment il faut bien choisir des actions pour investir, sur quels critères vous vous appuyez pour construire un portefeuille?
Alors, nous avons deux convictions et nous les assumons. La première, c'est que je l'ai, je pense, abondamment évoqué jusqu'à présent, c'est que c'est a du sens aujourd'hui d'investir en actions à moyen et long terme. La deuxième, c'est que nous osons avoir des convictions dans la façon dont nous investissons. Dit autrement, nous ne nous contentons pas d'acheter le CAC 40 point barre. L'illustration, vous l'avez à l'écran, c'est-à-dire que première illustration, le rappel de ce que je viens d'évoquer à l'instant, le dividende joue un rôle majeur, c'est-à-dire que même si je prends la période récente qui a été tourmentée, c'est la fameuse, ce qu'on appelle décennie perdue, c'est-à-dire la décennie où on a eu 2 crises coup sur coup en zone euro et où tout le monde vous dit il n'y a pas eu pire, et c'est vrai qu'on a, à moins d'aller en rechercher 1929 ou autre, on avait difficilement pu connaître pire en action depuis que les 10 années écoulées. Même cette décennie perdue, comme vous le voyez, elle est bien perdue au sens du CAC 40, prix brut de fonderie, hein, vous avez arrivé à 0. Moins 1 même aujourd'hui. Bon, c'était plutôt moins 1 au plus bas de février. Là, on a pris une photographie très défavorable. On a déjà pas mal rebondi, comme l'a rappelé Roland, depuis les points bas de février. Mais même sur cette décennie perdue, si vous aviez l'honnêteté d'intégrer les dividendes que vous avez perçus sur la période, votre retour, soi-disant, était déjà de 30%, ce qui n'est pas déshonorant pour une décennie perdue. Et si vous avez en plus eu la bonne idée de nous confier votre épargne sur des véhicules sur lesquels on a eu le courage et, touchons du bois, le succès de faire une sélection heureuse de titres, nous pouvons nous-mêmes procurer une valeur supplémentaire en ayant un échantillonnage non pas aléatoire, mais en allant chercher ce qui nous paraissent être les titres les plus porteurs pour nous distinguer positivement du marché sous-jacent. Donc là, vous avez les deux effets. L'effet dividende qui vous fait passer de 0 en gros à plus 30% sur 10 ans, et l'effet sélection, c'est-à-dire en gros, je ne vais pas acheter les 40 valeurs du CAC 40, je vais utiliser un vivier très profond, très, très, très riche, qui est la cote française ou la cote européenne, au sein de laquelle je vais, si je fais bien mon travail, m'appuyant sur des équipes avisées et expertes, obtenir mieux que la moyenne. Et donc, je peux retrouver dans ce cas-là des rendements qui, même sur une décennie perdue, sont supérieurs à 5% par an, plus de 60% sur la décennie. Alors, votre travail, parlons-en, je pense, pour arriver à cette performance. Quel est votre processus d'investissement ? Alors, le processus d'investissement, il peut prendre pour nous 3 formes. Nous avons aujourd'hui la conviction que ce serait dommage de se contenter d'investir uniquement sur la bourse au sens large, sans distinguer les façons d'investir. Pour nous, il y a 3 grands axes d'investissement qui peuvent être porteurs d'une rentabilité supérieure à la rentabilité de la bourse, qui elle-même n'est pas déshonorante sur longue période. La première, c'est effectivement un métier de conviction, c'est-à-dire de travailler sur la sélection des entreprises présentant le meilleur couple rendement-risque, c'est-à-dire le meilleur perspective de croissance qui n'est pas pleinement valorisé à nos yeux dans le cours de bourse. Donc en clair, soit les perspectives sont extraordinaires et justifient un cours de bourse supérieur, soit les perspectives sont descendent, correct, pas extraordinaire, mais le cours de bourse est très décoté. Donc il y a toujours 2 cas de figure, hein. Soit c'est le cours de bourse qui est trop bas, soit c'est les perspectives qui, pour nous, sont bien plus brillantes que celles valorisées. Et dans les 2 cas, ça offre une perspective de revalorisation dans la durée et ça permet de construire des portefeuilles, ce qu'on va appeler des portefeuilles de conviction, qui vont être performants. La deuxième approche, qui n'est pas, là à chaque fois, ces approches ne sont pas à opposer, mais peuvent là aussi être combinées, est de choisir la réserve de performance supplémentaire qui vient du fait que l'on s'intéresse, qu'on investit dans les entreprises de taille plus modeste. Alors, modeste, me direz-vous, au sens de la bourse. C'est vrai que nous parlons déjà de très grosses et très belles PME. Mais l'histoire a montré, et c'est la palissade, que plus vous êtes gros, plus il est difficile de croître vite. C'est évident qu'à partir du moment où vous êtes leader sur un marché, en France, en Europe, mondialement, il est plus dur de croître rapidement, et donc que souvent les viviers de PME contiennent des valeurs dont la croissance dans la tendance peut être supérieure. Donc là, c'est une deuxième approche qui est souvent très porteuse dans la durée, c'est de privilégier des petites et moyennes entreprises cotées, ce que vous avez avec des véhicules de type Amundi Action PME, qui, on va le voir, produisent des dynamiques de croissance bénéficiaire, et donc des dynamiques boursières très puissantes. Enfin, le troisième axe, qui n'oppose pas les 2 premiers, qui peut combiner d'ailleurs dans ce troisième axe des grandes et des moyennes valeurs, c'est d'identifier les tendances de fond, des tendances porteuses, et de dire plutôt que d'investir aveuglément aussi bien sur des entreprises des secteurs en déclin que sur les secteurs porteurs, allons chercher une thématique porteuse. Et dans les thématiques porteuses, il y en a une qui nous vient tous à l'esprit aujourd'hui, c'est toute la problématique, ce qu'on avait appelé énergétique, la problématique qu'on va résumer dans ce qu'on appelle nous Amundi Valeurs Durables, qui est un véhicule d'investissement qui se focalise sur
l'efficacité énergétique, sur le retraitement des problématiques de déchets, sur la production renouvelable d'énergie renouvelable. Et ce sont structurellement des secteurs qui, bien entendu, sont plus porteurs que, si je fais le miroir de ces visions-là, des investissements aujourd'hui, par exemple dans le charbon, dans des économies ou des activités en déclin. Donc ces trois axes, pour nous, sont trois axes très structurants qui offrent l'un comme l'autre des perspectives de progression très attractives et qui permettent, quoi que fasse le marché, d'offrir une performance supérieure. Alors là, on a la méthode, on a le principe, mais concrètement, comment vous, le 1er janvier ou bien lundi matin ou plutôt mardi matin, quand la bourse va ouvrir, comment vous allez poursuivre votre construction de portefeuille au jour le jour? Alors si je passe en revue les trois cas de figure, premier cas de figure, la gestion de conviction, c'est donc au sein d'une enveloppe qui, bien entendu, là encore, partage, ces trois enveloppes partagent une première chose qui, bien entendu, est éligible aux enveloppes fiscales optimales, donc au PEA, au PEA, PME et ou à l'assurance vie. Et bien entendu, coïncident toutes avec des horizons recommandés qui demeurent des horizons de 5 ans et plus. Ne nous trompons pas, nous n'avons pas trouvé une martingale qui va vous assurer un gain à 5 jours. La bourse n'est pas un casino. D'ailleurs, je me bats tous les jours pour l'expliquer à nos épargnants. Ce n'est pas un casino, ce n'est pas aléatoire. Et d'ailleurs, j'ai un terme que j'essaie de ne pas, que je lis trop souvent, qui est quels sont vos paris. Ce ne sont pas des paris, ce sont des convictions. C'est pas un choix aléatoire, ce sont bien des équipes qui vont travailler pour procéder à des analyses en profondeur, qui vont voir des entreprises par centaines, qui vont faire des milliers de rendez-vous. Nous avons plus de 2000 rendez-vous par an avec les entreprises. Et c'est ce travail d'analyste, de gérant expérimenté qui va amener à la construction d'un portefeuille qui va donc écarter un grand nombre de titres pour ne garder que ce qui nous paraissent être les sociétés qui ont les perspectives les plus porteuses et qui ont des valorisations qui ne le reflètent pas pleinement. Donc c'est bien s'interroger, c'est bien comprendre ce que fait l'entreprise. Quand on s'interroge, on regarde un univers qui contient plus de 500 valeurs. Quand on comprend à l'issue d'une analyse fondamentale ce qui nous paraît être porteur, il ne nous reste plus que souvent une 150aine de titres. Et là, on étudie des cas d'investissement parce que même une entreprise aux perspectives florissantes, il faut que la valorisation boursière ne le reflète pas pleinement. Et c'est comme ça que l'on arrive à la décision finale d'investir où seulement 40 à 60 titres ont grâce à nos yeux, donc un dixième finalement du spectre des possibles initial. Et c'est ça une gestion de conviction, c'est ne retenir que quelques titres, souvent moins d'un dixième. Donc c'est passer 90% de son temps à dire non, ça ne satisfait pas les critères, et de ne dire que dans 10% des cas, oui, je trouve là un couple rendement-risque qui va être porteur de valeur pour mon investisseur, pour l'épargnant sur la durée. Alors ce passage de tamis, là, il conduit à quel type, de façon un peu concrète et précise, quel type de valeur? Plutôt les pétrolières, les biens de consommation? Alors, il n'y a pas d'a priori dans une gestion de conviction pour dire non, mais je veux exclure tel secteur. Même dans le secteur pétrolier, aujourd'hui, il y a un moment où tout a un prix. Pour ne rien vous cacher, nous avons racheté des valeurs pétrolières ces dernières semaines, certaines. Alors, pas n'importe lesquelles. Nous avons un critère de qualité qui fait que, je ne vais pas les blâmer et les citer, mais il y a certaines valeurs pour lesquelles, pour nous, le bilan est trop tendu. Il y a trop de risques de défaut, trop de risques de recapitalisation très dilutive pour l'actionnaire. Donc, c'est là où nous les écartons. Mais des groupes pétroliers intégrés, solides, qui offrent, justement, si on revient aux dividendes, qui offrent des rendements très attractifs et qui offrent des rendements qui, aujourd'hui, sont soutenables, même ces groupes-là peuvent revenir en portefeuille. Mais si je prends des illustrations plus structurelles, des titres qu'on a plutôt eu en portefeuille depuis des années et qui aujourd'hui ont toujours leur place dans le portefeuille. J'ai pris deux exemples pour l'illustrer, un de taille un peu différente. Un très grand groupe que vous avez sûrement à l'esprit, que nous avons en portefeuille depuis très longtemps, qui s'appelle Airbus. C'est une des grosses positions du portefeuille, avec près de 5% du portefeuille, par exemple, typiquement d'un portefeuille Action Française qui est investi dans Airbus. Et bien entendu, pour bénéficier typiquement d'un cas d'école très attractif, un groupe qui est dans une situation de quasi-duopole, un groupe qui est en gain de part de marché structurel, et un groupe qui aujourd'hui a retrouvé une direction depuis maintenant près d'une décennie avec un cap clair. J'ai souvent coutume de dire, quand on dit le CAC, on pourrait presque résumer ça en disant il faut un groupe qui a un capitaine, il faut un groupe qui a un avantage concurrentiel, il faut un groupe qui est qui dégage du cash. Donc, si on voulait résumer ces trois lettres, plutôt que de parler de cotation assistée en continu, j'ai envie de dire que ce sont trois critères clés quand on investit, c'est avoir une direction qui est solide, qui a un cap, qui a un avantage concurrentiel et qui, in fine, on revient à ce fameux tiroir caisse de tout bon commerçant,
génère des liquidités, des cash flows et n'est pas en train de brûler de l'argent. De la même manière, et dans un groupe plus petit qui n'a rien à voir avec le CAC 40, mais qui est néanmoins de très belle taille et très bonne perspective, on a un groupe comme Ipsen qui est présent depuis très longtemps en portefeuille, là aussi qui profite des mutations, de la transformation de la médecine générale vers des solutions de niche. Et là, on est sur des acteurs aussi qui participent pleinement à la globalisation, à la mondialisation et qui en tirent pleinement profit. Donc c'est ça une gestion de conviction, c'est avoir aussi bien des valeurs phares qui souvent vous sautent aux yeux, d'autres qui vous sautent moins aux yeux, d'avoir nombre de valeurs du CAC 40 qui ne font pas partie du portefeuille, et nous l'assumons et nous sommes capables de le dire en face avec les entreprises que nous rencontrons, parce que nous rencontrons sans a priori toutes les entreprises. C'est vrai que c'est aussi la force et la beauté d'être dans un groupe comme le Crédit Agricole Amundi. Chez Amundi, étant le premier gérant d'actifs en France, inutile de vous dire que nous avons un accès privilégié à l'ensemble des managements de sociétés cotées. Donc à tout moment, on peut rencontrer le top management de tout groupe coté, y compris du CAC 40, puisque nous sommes potentiellement un investisseur qui va être un actionnaire de référence si nous sommes convaincus par la stratégie et la valorisation du groupe. Alors la sélection des valeurs, le CAC 40, ça fait beaucoup de travail. Vous faites ça tout seul ? Alors, bien entendu, je n'ai pas cette prétention-là. Ce sont des dizaines de professionnels qui sont mobilisés pour chacun de nos processus. Donc, je vous parlais de 3 types de processus. La gestion de conviction ici, la gestion, on va y venir, plus tourné vers les PME, ou la gestion qui suit des thématiques d'investissement. À chaque fois, ce sont des équipes dédiées, des équipes d'experts, des équipes de professionnels qui ont tous en général minimum 15 ou 20 ans d'expérience dans ce métier-là et qui, bien entendu, mutualisent leurs forces, travaillant avec des analystes, puisque nous avons aujourd'hui, rien que sur l'équipe de sélection de valeurs européenne, 17 analystes qui sont reconnus comme étant les meilleurs de France. Il y a un classement annuel où nous sommes notés par nos pairs, mais aussi par les entreprises cotées, par les investisseurs. Ça fait plusieurs années de suite que nous sommes reconnus comme ayant la meilleure équipe d'analystes de France et bien entendu qui sont au service des analystes des gérants. Rien que sur ce processus-là, c'est 7 gérants dédiés à cette activité-là. Donc bien entendu avec des spécialités sectorielles, des spécialités géographiques. Et c'est comme ça qu'on peut prétendre sérieusement rencontrer plus de 2000 à plus de 2000 reprises dans l'année les entreprises, les managements, et aller visiter les sites, aller voir les entreprises. C'est pas seulement rester derrière les écrans, c'est aussi vraiment être à la rencontre des individus qui font l'entreprise. C'est bien entendu pas seulement triturer des chiffres que d'investir. Très rapidement, il faudra laisser un petit peu de temps pour les questions. Les performances, donc on se doute bien que les produits PEA sont vraiment très demandés. Les performances des produits CAC 40 sur les grandes valeurs et par rapport aux sélections de valeurs, des fonds investis plus sur les grosses PME dont vous avez parlé. Est-ce qu'il y a une différence de performance ? Alors il y a une différence. Si vous regardez par exemple les 3 dernières années sur un fonds comme Amundi Action France, même s'il a fait mieux que le CAC 40, c'est une trentaine de %. Alors que si vous regardez ce qui était obtenu avec des processus comparables sur Amundi PME, vous étiez, comme vous le voyez ici, à près de 64% de progression sur 3 ans. Donc on n'est pas en train de dire que tous les ans vous allez progresser à ces rythmes-là. On n'est pas en train de dire que vous allez structurellement faire 2 fois mieux en investissant dans des PME que dans des grands groupes. Mais néanmoins, c'est une tendance de fond pour une raison très rationnelle, qui est celle que je vous évoquais tout à l'heure, c'est qu'une petite entreprise a une capacité de croissance structurellement supérieure à une grosse, qui par nature, plus vous êtes gros, plus votre part de marché est importante, plus vous allez converger vers le rythme de progression du marché sous-jacent. C'est la palissade que de le dire, et c'est un incontournable. Alors que les PME, quand elles sont encore en phase de gain de part de marché, elles peuvent afficher des croissances très supérieures à leur marché, très supérieures à la croissance économique sous-jacente. C'est illustré ici par ce qui se passe sur 10 ans. Là, ici, vous avez sur 10 ans ce qui s'est passé. Là, on revient à cette fameuse décennie difficile, décennie qui nous a vu connaître 2 crises. Au cours de cette décennie, les grands groupes cotés ont vu effectivement leurs profits sur l'ensemble du cycle, des 2 cycles, stagner. Les petites entreprises sur cette même période en Europe ont vu leurs profits continuer à croître à un rythme de plus de 5% l'an. Donc ça s'est retrouvé dans les performances boursières qui en moyenne sur les grands groupes ont été de l'ordre de 4%. On revient à ce fameux dividende. C'est-à-dire qu'en moyenne, un grand groupe sur une décennie perdue, il vous a entre guillemets juste, ce qui est déjà pas si mal, payé le dividende, ce qui fait quand même 4% par an. C'est-à-dire que même pour une décennie très difficile. La petite et moyenne entreprise, souvent, quand elle est bien sélectionnée, elle a non seulement servi un dividende, mais elle a continué à croître, ce qui veut dire que son rendement cumulatif, c'est année après année, et là c'est un rendement par an, c'est pas un rendement au bout de 10 ans, c'est un rendement annualisé,
qui a avoisiné les 9%. Donc c'est bien quelque chose qui est une réalité. Investir dans des PME, c'est prendre une option sur une croissance plus importante. Alors j'en profite pour peut-être me permettre de répondre à deux questions que vous pourriez avoir à l'esprit. C'est oui, mais alors investir dans une PME, est-ce que ce n'est pas beaucoup plus risqué, tant en termes de liquidité qu'en termes de fragilité? Et pour répondre à ces deux questions, et de façon très simple, en termes de liquidité, nous rappelons que, bien entendu, cela reste un filtre. Nous n'investissons pas dans des PME trop petites au point de ne pas offrir une liquidité satisfaisante. Donc, nous parlons bien pour Amundi Action PME d'un produit à liquidité quotidienne sans limite, au même titre que sur un produit de grande action, comme Amundi Action France. Et en termes de risque, là encore, ça vaut le coup parfois de battre en brèche certaines idées reçues. J'ai pris pour cela l'illustration très récente de l'été dernier. L'été dernier, c'était à nouveau, certains s'en souviennent peut-être, une nouvelle séquence de secousses boursières. Même si l'année 2015 était une bonne année boursière, il y avait une belle secousse au cours de l'été 2015 avec à nouveau des craintes. On reparlait à nouveau, je vous le rappelle, d'un énième épisode du fameux Grexit, le moment où le nouveau gouvernement grec commençait à tenser le reste de l'Europe. Et pendant cette période-là, il est vrai que momentanément, pendant le mois d'août, qui parfois est un mois qui ne nous laisse pas passer des vacances tranquilles boursièrement, le CAC 40 avait connu un repli à l'époque de moins 8,5% momentanément. Ça n'a pas empêché d'avoir bien progressé avant et à nouveau d'avoir rebondi après, mais momentanément, cette secousse avait été de l'ordre de moins 8,5%. Sur la même période, sur ce même mois d'août 2015, donc là on ne parle pas de virtuel ou de simulation il y a 10 ans, on parle d'un vécu très récent, le fonds PME, étonnamment, me diraient certains, avait finalement moins corrigé, puisque sa correction ponctuellement n'avait été que de 3%. Bien entendu, il a tout rattrapé derrière, mais même pendant ce instant de stress, sa correction a été plus contenue. Alors là encore, ça peut surprendre, mais ça peut s'expliquer par différents facteurs. Le premier, c'est le facteur de fond. C'est comme on l'a dit, sur la durée, les PME croissent plus et plus vite. Le deuxième facteur, c'est un facteur de diversification. Bien entendu, ce n'est pas parce que ce sont des PME que l'on ne diversifie pas le portefeuille. Au contraire, on est encore plus diversifié dans un fonds de PME, justement, pour préserver la liquidité et contenir le risque autant que faire se peut. Donc vous nous confirmez que sur les fonds PME, encore sont des grosses valeurs, pas des petites PME. Il y a toutes les idées reçues sur le risque et sur les performances sont battues en brèche par la performance concrète de vos fonds. C'est notre conviction. Le risque, il est significatif, comme tout investissement en action, surtout si vous ne respectez pas un horizon de moyen-long terme. Il est évident que vous avez des séquences qui sont agitées. Là, vous avez les dernières années, depuis qu'on a lancé le fonds Amundi PME il y a près de 3 ans, un peu plus de 3 ans. Donc oui, vous avez eu des séquences agitées, mais sur longue période, il nous paraîtrait abusif de dire que c'est beaucoup plus risqué qu'un investissement en action de manière générale. Et en revanche, donc ça c'est pour la partie risque, pour la partie espérance de gain, il nous paraît fondé de dire que oui, sur la durée, ça a tendance à être mieux rémunéré qu'un investissement en grande capitalisation. Alors, si maintenant on sort un petit peu du registre grande valeur, petite valeur, est-ce qu'il y a d'autres thèmes boursiers, peut-être des nouveaux thèmes boursiers qu'on peut exploiter? Alors, il y a une tendance de fond qui consiste à dire pourquoi attendre la disparition d'un dinosaure alors qu'on voit émerger quelque part un acteur qui va grandir. C'est un peu l'image toujours du dinosaure, du dernier dinosaure qui regarde un serpent à ses pieds, qui va se dire oui, il me fait pas peur, et puis finalement c'est le dernier dinosaure qui va mourir, et c'est pas, il valait mieux investir dans le petit serpent qui allait se multiplier. Donc cette logique-là en bourse, elle s'applique aussi, et c'est pour ça qu'il nous paraît raisonnable d'avoir une vision de long terme et d'avoir une vision qui intègre des problématiques de long terme. Pour cela, lorsque l'on parlait problématiques d'investissement durable, d'investissement socialement responsable, il nous est apparu intéressant de le transposer en investissement boursier, donc d'investir dans les technologies vertes, d'investir dans les technologies qui s'inscrivent dans cette problématique de transition énergétique. Donc on n'a pas attendu le grand événement de la COP21 à Paris pour s'en préoccuper, ça fait des années que c'est au cœur de nos préoccupations, et tout cela, ça a été pour nous un socle d'investissement qui a été mis en œuvre chez Amundi. Pour vous donner un ordre de grandeur, sur nos 1000 milliards sous gestion, un peu moins de 1000 milliards, il y a 70 milliards d'investissements dits socialement responsables, donc qui intègrent des problématiques extra-financières, qui ne s'opposent pas, selon nous, à la performance, mais qui peuvent se conjuguer avec la performance. D'ailleurs, on a veillé à être certifié comme tel par l'AFNOR, comme ayant une démarche structurée et très rigoureuse
en la matière, et donc pour être un acteur engagé et responsable, mais qui reste obsédé par la performance. Alors comment est-ce qu'on arrive à ce type de réconciliation de la démarche? C'est bien en combinant les quatre problématiques et non pas en les opposant. Donc on a à la fois un filtre sectoriel, un filtre qui exclut concrètement des choses comme les énergies non renouvelables, des choses comme les producteurs de charbon, des choses qui nous paraissent totalement inefficients et qui sont amenés à mourir, alors à une raison plus ou moins lointaine, mais qui vont devenir des actifs qui dépréciés progressivement. Et en revanche, de donner une prime à des thématiques porteuses que sont les trois grandes thématiques en la matière. La génération d'énergie renouvelable. Pour nous, il nous paraît plus pertinent d'investir dans un barrage, dans des panneaux solaires que d'investir dans une usine à charbon, d'investir dans l'efficacité énergétique, car n'oublions pas, le gain le plus certain, c'est l'économie réalisée. Donc il est très important d'être aux côtés de groupes qui apportent des solutions d'efficacité énergétique. Et néanmoins, il ne faut pas le nier, il y aura encore des productions de déchets pendant des années. Et donc tout ce qui est retraitement des déchets est un secteur lui aussi porteur. Alors, on voit effectivement qu'il y a une croissance assez forte. Est-ce qu'on peut concrètement comprendre sur quel type de valeur on débouche et surtout quel est le résultat concret de la performance de ces fonds? Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, même en faisant tout ça, même en ayant cette conjugaison des différents filtres, il nous reste quand même un univers assez diffus. On a près de 140 valeurs éligibles. Donc aujourd'hui, c'est bien quelque chose qui est raisonnablement diversifié lorsque l'on constitue le portefeuille. Et là, vous avez les poids qu'on vous reprend. Les poids ici, ce n'est pas les poids dans l'économie, c'est les poids dans notre portefeuille aujourd'hui, pour vous donner un ordre de grandeur des grandes masses dans ce portefeuille, dans ce troisième cas d'école que j'illustre ici, qui est le portefeuille Amundi Valeurs Durables. Donc aujourd'hui, on arrive bien à diversifier raisonnablement le portefeuille et à produire des performances parce que justement, la gestion des risques, la mise aux normes, c'est quelque part l'émergence de nouvelles opportunités. Il faut toujours transformer dans un investissement les risques, les réglementations en opportunités et non pas en contraintes. Et c'est comme ça que l'on peut associer la création de valeur à un comportement responsable sur la durée. Et c'est ce qui nous vaut d'être aujourd'hui un acteur non seulement convaincu mais engagé, puisque Amundi a pris part et a même été leader dans les initiatives les plus récentes, en ayant été présent autour de table, ce qu'on appelle l'initiative de décarbonisation, c'est-à-dire d'intégrer des problématiques d'émissions de CO2 associées aux valeurs en portefeuille pour se préoccuper de ces enjeux-là, aux côtés de l'UNEP, l'UNEP qui est une branche de l'ONU, qui est l'UNEP-FI, donc les problématiques financières travaillant de pair avec l'ONU, et ce qui nous a permis de créer une coalition avec de très gros investisseurs mondiaux pour dire faisons de ces préoccupations une préoccupation d'investisseurs responsables et pas seulement une contrainte. Surtout que je crois que dans ce secteur, on a pas mal de sociétés françaises. En plus, oui, cela ne gâche à rien. Ça n'empêche pas, même si ce n'est pas une fin en soi, le patriotisme économique, mais néanmoins, il n'y a pas à en rougir parfois de pouvoir faire un peu de cocorico. Ces entreprises françaises sont assez bien représentées, notamment dans l'efficience énergétique, avec des groupes comme Schneider, ou dans les retraitements des déchets, avec des leaders mondiaux, que sont des groupes aussi bien comme Veolia que Suez. Donc effectivement, la cote est remplie. Là où on avait, pour caricaturer, on pourrait dire, mais en France, on n'avait peut-être pas beaucoup de pétrole, mais on avait des idées. Et aujourd'hui, boursièrement, ça nous offre beaucoup d'opportunités. Alors, ce qu'on voit là, c'est quoi? Ce sont les performances Là, c'est les performances du troisième véhicule dont nous venons de parler. Donc, après avoir parlé des sélections de conviction, des PME, un troisième véhicule qui illustre cette démarche-là beaucoup plus thématique, Amundi Valeurs Durables, qui est un produit, effectivement, qui a produit lui aussi des performances attractives sur les dernières années et supérieures à la moyenne du marché sur la période. Avant de passer la parole aux questions de la salle, pour résumer un peu tout ça, si je suis totalement débutant en bourse, est-ce qu'il y a 2-3 conseils, une sorte de règle d'or que je dois observer pour faire fructifier mon capital? Effectivement, il y a des règles de bon sens. Quand on dit diversifier, c'est du bon sens. C'est le principe de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Lorsque l'on dit investir dans la durée, c'est du bon sens. Mais il y a souvent, mieux que du bon sens, il y a de l'optimisation. Et pour nous, il y a trois grandes règles pour nous de ce point de vue-là. Premièrement, se faire accompagner.
il est très présomptueux et souvent dangereux de ne pas s'entourer d'experts, de ne pas utiliser des solutions d'investissement et de vouloir agir tout seul. Deuxièmement, plus qu'investir dans la durée, il y a encore mieux qui est d'investir régulièrement dans la durée. Si vous investissez de façon programmée régulière, la magie, c'est que toute chose égale par ailleurs, si vous allouez les mêmes 100 euros, les mêmes 1000 euros à un investissement tous les mois, tous les trimestres, mécaniquement, vous allez acheter plus d'actions quand elles seront basses, quand elles seront hautes. Donc non seulement vous allez lisser vos points d'entrée, mais c'est comme ça souvent qu'avec le recul, vous regardez 10 ans plus tard ce qui s'est passé, vous aurez fait structurellement beaucoup mieux que celui qui a investi uniquement à un instant T. Et troisièmement, bien entendu, garder à l'esprit que ce n'est jamais la motivation première, mais c'est une cerise sur le gâteau qu'il faut garder à l'esprit. Veiller à ce que tout ça soit logé dans des enveloppes fiscales raisonnablement avantageuses, car malheureusement, la fiscalité, si on ne s'en préoccupe pas, peut venir confisquer des gains qui sont déjà de plus en plus compliqués à récolter. Et puis, il ne faut peut-être pas rester trop seul en bourse. Hein. C'est pas, il faut peut-être parler à son conseiller, mais aussi communiquer un petit peu. On a parfois tendance à vouloir faire de la bourse tout seul. C'est un monde ouvert et il ne faut pas hésiter à confronter ses idées, ses convictions avec ses amis autour de soi. En tout cas, merci beaucoup Romain pour cet exposé. On avait prévu de garder un petit moment pour les questions de la salle. N'hésitez pas à nous poser des questions sur des valeurs, sur des techniques ou même sur les produits qui vous ont été présentés. Voilà, donc il y a un micro, n'hésitez pas à poser des questions. Bonjour. J'aurais deux questions, s'il vous plaît. La première, c'est que j'ai entendu dire que c'était un peu les robots aujourd'hui qui faisaient le marché. Et la deuxième, savoir connaître un peu vos frais d'entrée, frais de sortie, frais de gestion de vos produits. Merci. Alors, concernant la première question, il y a souvent beaucoup de raccourcis. Les robots sont devenus omniprésents sur les transactions et non pas sur la décision. C'est-à-dire qu'effectivement, l'informatisation de la transaction est une réalité. Et ce qui était bien à distinguer de la prise de décision d'investissement. Dit autrement, là où il y a encore seulement une génération, votre ordre, il fallait le passer quasiment sur un bout de papier de main à la main pour qu'il aille jusqu'au Palais Brongniart entre des mains d'agents de change qui allaient les échanger. Et ça, c'est devenu un gros ordinateur et sont même parfois des robots qui vont optimiser le passage de l'ordre, non plus sur un cours à midi, comme c'était le cas il y a 30 ans, mais sur des cours en continu pour peut-être pas tout acheter maintenant, mais se dire je vais étaler l'ordre sur une heure pour mieux étaler mon achat ou ma vente. Donc là, effectivement, l'informatisation, la robotisation a pris une place considérable. En revanche, ils sont quasi inexistants et j'ai envie de dire, peut-être heureusement, de la décision d'investissement. On n'est pas encore dans cette logique de la Google Car en bourse qui dirait je prends les décisions à votre place et je vais vous dire je vais acheter tout seul et on espère qu'il n'y aura pas d'accident. Non, là, en bourse, heureusement, la prise de décision est restée entre les mains d'experts, même si parfois ils peuvent utiliser des outils d'aide à la décision pour filtrer les univers, autre chose, mais la décision est avant tout fondamentale et assumée par des personnes, des experts, personnes physiques. Concernant les droits d'entrée, là bien entendu, c'est des choses qui dépendent des différents supports, donc, qui sont souvent assortis à l'utilisation d'un véhicule qui va gérer, donc effectivement qui peut être associé à un véhicule type assurance vie, qui peut vous aider à gérer votre épargne. Donc il peut y avoir des frais d'entrée dans les véhicules de type assurance vie parce qu'ils vous apportent une valeur ajoutée, effectivement, qui a un coût à l'entrée, qui est un coût qui est négocié dans les réseaux, effectivement en fonction de votre configuration personnelle, mais qui correspond bien au prix de l'entrée dans une enveloppe qui apporte une optimisation de la fiscalité, des véhicules d'investissement et de la succession. Y a-t-il d'autres questions sur le... Oui. Oui, juste une simple question. Qu'est-ce que vous pensez des risques du quantitative easing? Pour moi, c'est la planche à billets. Vous n'avez pas tort de faire le rapprochement quantitative easing, planche à billets. Donc de ce point de vue-là, j'aurais tendance à vous rejoindre spontanément. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que c'est un risque? Ou quel aurait été le risque de ne pas le faire? Donc notre première réponse est de dire, pour nous, ça aurait été plus risqué déjà de ne pas le faire que de le faire. Nous étions, ne l'oublions pas, en 2008, dans une configuration qui était aussi dramatique qu'en 1929. Force est de constater qu'aujourd'hui, la situation a été suffisamment dramatique, mais suffisamment pour ne pas vouloir envisager un scénario qui aurait été celui sans
l'aide des politiques budgétaires, des politiques monétaires et des politiques commerciales, puisque concrètement, les 3 grandes erreurs des années 30 qui ont fait que ça a été bien pire encore dans les années 30, la Grande Dépression qui nous a amené à une guerre, c'est justement parce qu'on n'a pas voulu, à ce moment-là, utiliser la planche à billets, laisser filer le déficit budgétaire, et qu'on a refermé en plus les frontières. Donc, ces 3 grandes erreurs n'ont pas été faites. Alors maintenant, est-ce qu'elles vont porter les germes de nouveaux risques? C'est incontestable. Pour nous, ce n'est pas tant un risque, d'ailleurs, de retour de l'inflation dans l'immédiat. Les pressions des inflationnistes sont très fortes. Par contre, c'est un risque au sens où cela peut produire de l'inflation des actifs, donc ça peut produire de nouvelles bulles, ce n'est pas à exclure. Donc quelque part, le paradoxe, c'est que, et nous appelons ça un risque parce que ce n'est pas sain d'avoir des bulles, je pourrais presque dire qu'un des risques aujourd'hui, c'est que les actifs montent trop, que ce soit l'immobilier ou la bourse. Donc vous pourriez me dire, bah, c'est génial si ça monte, oui, mais si ça monte trop, ça veut dire que un jour ça corrigera. On n'est pas dans cette configuration-là. Pour nous, aujourd'hui, nous ne parlons pas de bulles, ni en bourse, surtout avec des rendements à 3-3,5%, ni pour l'immobilier qui aussi offre des rendements confortables par rapport aux obligations. S'il y a une bulle aujourd'hui, elle est peut-être plus obligataire, mais néanmoins, oui, le quantitative easing porte les germes de risque de bulle, c'est incontestable, et c'est quelque chose qu'il faudra surveiller. Oui, bonsoir. Je voulais vous poser une question et faire une considération sur l'analyse que vous avez montrée, donc les différents graphes de l'évolution donc de la bourse. Vous la faites sur 10 ans. Or, si ma mémoire est bonne, il fut à peut-être, je sais pas, 15 ou 20 ans, on frôlait les 7000. Donc, je pense qu'il aurait été plus parlant d'aller plus loin, parce qu'aujourd'hui, finalement, le CAC perd entre 35 et 40% si on le prend à cette valeur, je ne sais pas l'année, mais je dirais 95 par là à peu près. D'ailleurs, beaucoup de journaux économiques pariaient sur le 7000, etc. Et puis après, les choses ont basculé dans l'autre sens. Donc, bon, c'est une constatation. Je pense que votre exposé, qui est vraiment très, très, très bien fait, aurait été plus exhaustif si on aurait pris une période plus longue. Et la question que je vous pose, elle concerne les obligations. On parle souvent, et je pense que c'est le cas, d'obligations souveraines. Qu'en est-il des obligations corporate aujourd'hui? Merci. Alors, si vous me permettez, j'entends parfaitement votre première remarque et je pense l'avoir prise en considération. Pourquoi? Parce que lorsque nous regardons le CAC 40 des 10 dernières années, le fameux quasi 7000 points que vous évoquez, c'est ce point-là. Donc nous ne sommes pas en train de le nier que nous sommes en dessous des 7000. Mais nous sommes en dessous des 7000 si vous ne prenez pas les dividendes et si vous ne prenez pas la création de valeur. Donc aujourd'hui, le 7000, on l'avait ici. Alors j'aurais pu vous prolonger la courbe, mais vous n'auriez jamais que retrouvé ce niveau-là. Hein. Donc ça n'aurait. J'ai pas cherché une période favorable. Hein. Je suis même plutôt parti d'un niveau quasiment le plus haut, parce que le niveau de 2007 à ce moment-là était quasiment aussi haut, à quelques pouillèmes près, à celui qu'on avait atteint en 2000. Donc la grande différence, c'est que ce 7000 points, c'est toujours pareil, c'est l'expression du CAC 40 sans les dividendes. Donc sur 10 ans, vous avez eu 33%, 34% de dividendes. Depuis les 7000 de 2000, ce n'est pas 33, c'est plus de 50% de dividendes que vous avez eu. Et c'est là où c'est trompeur. Et c'est là où je peux vous affirmer droit dans les yeux sans aucune inquiétude que si vous avez investi sur Amundi Action France, quand le CAC était à 7000, aujourd'hui vous gagnez de l'argent. Parce que la valeur de notre fonds aujourd'hui est supérieure à celle de ce même fonds quand le CAC était à 7000. Parce que justement, on a encaissé les dividendes et qu'on a créé de la valeur sur la période. Donc aujourd'hui, effectivement, même si vous avez investi par malchance, parce que c'est plus de la malchance que de la maladresse, c'est normal qu'on parfois on continue à investir même quand c'est avec le recul trop haut, mais c'est pas ça. Bah, même si c'est de la mauvaise idée d'investir au mauvais moment, aujourd'hui, je peux vous affirmer que si vous avez acheté de l'Action France, Amundi Action France, quand le CAC était à 7000 de 2006 ou le même 7000 qu'on a retrouvé en 2000 avant l'éclatement de la bulle, vous avez aujourd'hui gagné de l'argent grâce à ce double effet dividende et création de valeur, grâce à une gestion active qui ne s'est pas contentée, qui ne s'est pas reposée sur la seule évolution du CAC 40. Mais donc c'est pour ça que justement qu'il est important de battre en brèche cette idée reçue qui est de dire le CAC 40 n'a toujours pas retrouvé les 7000, donc celui qui a investi il y a 15 ans, il a toujours perdu de l'argent, même dans cette décennie perdue, non, aujourd'hui il n'est plus en perte. Alors le tout, c'est d'avoir tenu effectivement sur la période, parce qu'effectivement, celui qui a investi à ce moment-là, même sur un support de qualité comme Amundi Action France, il a momentanément connu des heures difficiles. S'il n'a pas respecté ses 5 ans d'investissement, ou 5 ans et plus, il a pu, et c'est le danger dans ce cas-là, c'est de craquer, de dire « Oh là là, mais finalement, j'ai fait une bêtise, je vends tout ». Alors effectivement, je ne peux pas vous garantir que si vous achetez au plus haut et que vous vendez au plus bas, vous allez quand même gagner. Ce que je vous garantis, c'est qu'aujourd'hui, même si vous aviez acheté au plus haut, et Dieu sait que ça a été haut au moment de la bulle, aujourd'hui, sur ce support-là, vous êtes en gain.
Pour répondre à votre deuxième question, les rendements des obligations, ce qu'on appelle corporate des entreprises. Alors, ils ont un mérite, c'est qu'ils sont structurellement légèrement supérieurs au rendement dit des obligations souveraines, puisque par construction, le taux souverain était reconnu, en tout cas pour les États solides, et dont fait encore partie la France, même si parfois ils sont décriés, le budget français est décrié, comme les taux de référence. Donc en clair, une entreprise en général émet des obligations à un niveau qui est celui de l'état de référence, plus une prime de risque. Donc effectivement, l'obligation dans des entreprises va être légèrement supérieure à celui que vous avez sur une obligation de référence de type souveraine. Mais concrètement, le problème, c'est quoi? C'est que quand l'état de référence produit un taux nul, voire négatif, ben même avec la prime de risque de l'entreprise, le taux de l'obligation émise par l'entreprise va lui aussi converger vers zéro, voire même être négatif. Vous avez des cas d'école ces dernières semaines d'émissions d'entreprises, c'est même plus des États, qui arrivent à s'endetter à taux négatif. C'est-à-dire que vous devez les payer pour leur prêter de l'argent. Vous avez un cas d'école qui est Nestlé. Aujourd'hui, l'État suisse s'endette à un taux négatif de moins 1% sur 2 ou 5 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous voulez placer votre argent sur du franc suisse, il faut payer pour accepter que l'État suisse vous le garde pendant 5 ans. C'est assez cocasse, mais c'est la réalité. Et ça atteint un tel niveau, c'est-à-dire qu'on est tellement bas et tellement significativement en dessous de zéro, parce que le taux est de moins 1% chaque année, que du coup, même des entreprises suisses de première qualité, exemple Nestlé, peuvent émettre aujourd'hui avec des taux négatifs. Donc c'est pour dire que malheureusement, bien entendu, nous avons pris soin depuis des années de privilégier dans nos investissements chez Amundi, pour votre épargne confiée dans l'assurance vie avec Predica, on a de très très loin privilégié les grandes entreprises de bonne qualité plutôt que les États, qui étaient pour nous un meilleur couple rendement-risque. Mais même cette solution est en train de trouver ses limites, parce que même avec cette prime de risque, même ces entreprises commencent à être rattrapées par le phénomène de taux zéro, pour ne pas dire de taux négatif. On prend une dernière question. 2 dernières questions. J'avais une question, enfin je suis convaincu qu'il faut investir en actions en tenant compte du réinvestissement des dividendes. Par contre, on entend toujours en ce moment parler il faut investir dans des actions européennes. Et personnellement, mon expérience est assez différente. J'ai toujours investi dans des actions américaines parce que, bon, ils sont peut-être en fin de cycle, mais quand vous prenez en compte l'évolution des changes, en fait, des actions américaines en euros, donc avec une évolution des changes, ont battu, par exemple, l'an dernier, les performances des actions européennes. Alors vous avez raison de dire que sur la période des 5-10 dernières années, les actions américaines ont offert souvent un meilleur couple rendement-risque que les actions européennes. Mais comme vous l'avez rappelé, c'est libellé en euros. Et alors la difficulté que j'ai, et c'est pour ça qu'on ne peut pas la recommander en masse ou à n'importe quel investisseur, c'est que vous supportez un autre niveau de risque qui est le risque de change. C'est-à-dire qu'effectivement, l'évolution de la valeur en euros du dollar est un risque supplémentaire que vous prenez, et qui est effectivement quelque chose qu'on ne peut pas se permettre de prendre pour des proportions très importantes de cette valeur. Donc oui, cette diversification est tout à fait pertinente. Quand vous avez un patrimoine financier assez étendu, vous pouvez non seulement mettre une partie en action, mais même aller jusqu'à diversifier votre exposition à l'action. C'est tout à fait sensé. Nous avons des véhicules, là j'ai pris les cas simples européens, mais bien entendu internationaux, et cette diversification, elle est pertinente. Mais plus que dans tout autre investissement, là, quand vous cumulez avec un risque de change, c'est ce que j'appelle l'absence de congruence entre votre passif, c'est-à-dire que votre retraite, sauf à ce que vous ayez prévu de la passer en Floride, vous allez devoir payer vos courses en euros et votre appartement en euros, et un actif qui est en dollars, vous prenez un risque d'absence de congruence qu'on ne peut pas se permettre de prendre dans des proportions considérables, mais juste en diversification. Mais en diversification, c'est parfaitement pertinent, et tout particulièrement au cours de la période récente, c'était tout à fait porteur. Une autre remarque, une des hypothèses que je fais et ce que j'ai pu constater, c'est que si la bourse américaine a des problèmes sérieux, ils viendront en Europe. Et je pense que globalement, la bourse américaine est sur le long terme plus performante que la bourse européenne. Là où vous avez raison sur la corrélation, quand c'est bien connu, quand Wall Street tousse, l'Europe s'enrhume, ça ne change pas. Il y avait une dernière question, je crois. Effectivement, enfin, en tout cas, l'indice Dow Jones a pratiquement retrouvé ses meilleurs niveaux par rapport aux valeurs européennes, c'est vrai. Un dernier détail près, je reviens toujours au risque de me répéter sur le dividende. N'oubliez pas que le dividende aux États-Unis n'est pas de 3,5%, mais presque moitié moindre. Donc attention aux indices publiés, il faut à chaque fois faire l'effort de réintégrer les dividendes, ce qui sur longue période joue un rôle non négligeable.
Tout à l'heure, vous avez eu une question sur le fait que des robots interviennent sur les marchés. Vous avez dit que donc, les robots facilitaient les transactions, mais pas la décision. On a eu une séance de bourse il y a quelques semaines où le CAC, il me semble, a fait moins 10. Ou moins, enfin, c'est un chiffre approximatif, je n'ai pas le détail. Je voudrais savoir comment ça s'explique, si ce sont uniquement des humains qui sont derrière cette décision. Ça me semble complètement décorrélé des réalités économiques, en fait. Voilà. Alors, il n'y a pas eu une séance, heureusement, à moins 10 ou à moins 20, mais on a atteint à un moment, au courant du mois de février, un point de cotation qui était de presque 20% supérieur aux mêmes cotations 2 mois et demi plus tôt. Donc, effectivement, on a connu ce qu'on appelle une correction, si on prend le point haut du point haut au point bas, momentanément sur un peu moins de 3 mois, qui a atteint un moment, qui a atteint 20%. Donc, après, les cas d'école qui ont eu lieu, c'est plutôt un cas qui était célèbre aux États-Unis il y a quelques années, qu'on appelait un flash crash, où là, sur un titre ou sur une petite liste de titres, vous aviez eu un mouvement de panique à la baisse et où on avait essayé de chercher de trouver l'explication en disant mais si les hommes sont derrière ça, comment est-ce qu'ils ont pu laisser quelques titres tout d'un coup, eux, corriger de 10 ou 20% dans une seule séance qui est arrivée sur des titres, mais heureusement pas sur l'ensemble du marché, et où là, effectivement, on avait essayé d'attribuer la faute à l'absence quelque part de contrôle humain, en tout cas sur des périodes très courtes, parce que même si c'est pour la transaction que le robot intervient, c'est vrai que si vous avez des ordres automatiques, vous pouvez avoir non pas des robots qui les déclenchent, mais des systèmes informatiques qui disent, si vous-même en tant qu'investisseur avez dit moi si le titre descend en dessous de 90 alors qu'il est à 100, je vends, et si plein d'acteurs comme vous ont pris des décisions humaines rationnelles mais l'ont saisi dans l'ordinateur, vous pouvez avoir des ordres en cascade qui se mettent en place. Donc ce que l'on a vu, c'est que les robots étaient plus là pour transmettre, même dans ces cas-là, l'analyse a posteriori a montré que les robots avaient plutôt accumulé des sommes d'ordres individuels très humains, mais de façon très systématique et automatique. Et c'était plus des automatismes et de l'informatisation qu'un robot qui tout d'un coup avait pris le contrôle de la bourse et qui s'était mis à tout faire tomber. Donc là encore, même dans ces cas très anecdotiques et quand même interpellants, on n'a pas pu encore établir heureusement la conclusion que la bourse devenait folle et devenait détenue par des robots qui tout d'un coup prendraient le pouvoir sur l'acteur final. Merci. En tout cas, merci pour vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser peut-être après la conférence. Merci en tout cas à Romain Baucher de nous avoir fait cet exposé. Et puis également à Marie-Agnès Chénaud de nous avoir reçus. Merci aussi à vous d'être restés pour ce dernier débat là, qui termine un petit peu tard mais qui était vraiment intéressant. Et merci, au revoir et peut-être à l'année prochaine. Merci à vous tous et bonne soirée.